C'est la pression notamment de la famille, qui n'est pas toujours simple à gérer. Denis, on voulait te faire réagir peut-être sur les déclarations d'Emmanuel Adebayor, qui nous avait parlé de tout ça. C'était dans le Daily Mail à l'époque, le 25 avril 2019. Il avait dit « J'avais 16 ans, tout ce que je voulais, c'était aider ma famille. Mais ils m'ont mis énormément de pression, je ne pouvais pas y faire face. À Metz, je gagnais peut-être 34 000 € par mois. Ma famille a demandé une maison d'une valeur de 580 000 €. Je me souviens de m'être assis sur mon lit une nuit, d'avoir pensé qu'est-ce que je fais ici, quel est l'intérêt de vivre. La pression familiale dans le sport de haut niveau et particulièrement dans le monde du foot, Denis, comment on s'en libère, comment on la gère? On s'en libérer de cette pression, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut banaliser les choses, on peut s'en échapper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui nous aiment sont les personnes qui nous mettent la plus grosse pression qui puisse exister. Parce que pour nous, elles voudraient qu'on réussisse à tout prix. Et donc pour elles, on voudrait être à la hauteur. Et ça, c'est très très difficile mentalement. Qui plus est, dans le monde du football, où il y a beaucoup d'argent, il ne faut pas le nier, où les jeunes sont parfois, comme moi, issus des quartiers, mais pas que, mais parfois, ils deviennent à 18 ou 20 ans tuteurs de leurs parents ou de leur famille. Et ça, c'est un phénomène psychologique qui est peu étudié. C'est pas logique. Pour autant, ils deviennent tuteurs parce qu'ils vont alimenter leurs potes comme des agents. Ils vont leur donner la possibilité d'être agents, leur agent ou autre chose. Les parents pour leur donner de l'argent, pour leur donner des emplois. Donc, bien entendu. Et finalement, ils ont la peur. Les joueurs, ils peuvent avoir une peur qui va être combien de temps je vais pouvoir alimenter ces gens-là? Et si je me blesse demain? Et si je n'ai pas de club? Tout s'effondre. Et ma famille, mes proches, mon socle sécurisant et sécurisé n'existe plus. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il est nécessaire, avant toute chose, quelle que soit la personne, quel que soit le milieu, c'est se protéger, anticiper et se protéger de tout ce qui peut arriver. Et c'est ça la grande difficulté. Gagner de l'argent, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Comment on se protège justement? Toi, en tant que préparateur mental, est-ce que tu as parmi les jeunes dont tu t'occupes des jeunes footballeurs qui subissent cette pression familiale, cette pression financière quelque part? Oui, bien sûr, ça arrive au quotidien. J'ai même un joueur qui un jour me dit, je lui dis, imagine, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Il me dit, CDI. Je lui dis, CDI. Donc je fais le naïf. Il me dit, CDI, c'est quoi? Il me dit, moi, ce que je veux, c'est avoir un travail sécurisé, un CDI. Sa hantise, c'est qu'il il était venu au football par la passion. Et une fois que tu es footballeur, comme on l'a été, ou pour certains, on est footballeur et finalement, on devient professionnel du football. Mais c'est notre passion, on n'y pense pas au début. Quand tu as 10 ans, 8 ans, tu ne penses pas à ça. Et d'un seul coup, ta passion devient une profession. Et la profession avec ses exigences, la pression. Donc tu te carapaces, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la langouste. Tu te fais une carapace parce que tu vas aller devant les médias, parce que tu vas avoir besoin de répondre à des politiques, à répondre à des choses qui ne sont pas forcément de ton truc parce que tu es sorti de l'école à 15 ans. Toutes ces choses-là font que tu vas te carapacer. Et donc lui, son but c'était surtout, putain, mais pourquoi des contrats à durée déterminée? Je signe 2 ans, mais avant la fin de la première année, je peux me faire virer. Et puis, est-ce que je vais retrouver? Il faut que je renégocie encore. Et il angoissait en permanence. Donc, ces choses-là, on va accompagner la spécificité de la pression que chaque individu peut avoir. Et chacun d'entre nous est géré par des peurs qui sont totalement différentes. Ronald Araujo, dont Luis Enrique avait dit Araujo est un joueur de haut niveau, mais c'est celui qui a le plus de problèmes avec la sortie du ballon. Chaque fois qu'il reçoit le ballon, nous bloquons une ligne de passe et nous sommes à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce qu'il avait dit avant le match entre le Paris Saint-Germain et le Barça. C'était donc ce match très important que le PSG avait gagné sur la pelouse du Barça. Et ça a engendré derrière, dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, des problèmes mentaux, psychologiques chez Araujo. Oui, parce que rappelez aussi qu'à ce match-là, il est expulsé et il a un carton rouge. Il provoque justement la faute qui amènera le but sur Barcola, et ce qui fait que mentalement, il va plonger. Et derrière, justement, son entraîneur de l'époque, qui est toujours à Barcelone, Hansi Flick, dit Ronald n'est pas prêt à jouer, c'est une situation privée et je n'en dirai pas plus. Je vous demande de respecter cela, c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire, parce que derrière, en fait, son coach mental, alors Xesco
Espar dira il est en proie à un conflit mental interne au niveau de son identité. Il est le capitaine de l'équipe et sait qu'il a commis un acte injustifiable envers celle-ci. Son dialogue interne en est fortement affecté. Il se demande s'il est vraiment capable de jouer au FC Barcelone parce qu'il portait le brassard et depuis il a pu rejouer, mais il a dû, on va dire, se retirer quelque temps de l'équipe. Quand tu vois ce qui se passe et ces déclarations, ça te fait penser quoi de tout ça? Alors, ça me fait penser. Alors, il y a beaucoup de choses derrière tout ça. La première, réflexion de l'entraîneur ou du préparateur mental, mais déjà, je vois pas comment le préparateur mental peut prendre position. Pour moi, ça n'a jamais été. Moi, je suis jamais dans les vestiaires. J'ai rarement voir les matchs, peut-être une fois sur 100, les compétitions. Alors, ce n'est pas le sien, pour rappel, puisque Brian Vasseur me le dit, c'est un préparateur mental qui travaille en Espagne. Qui a fait l'analyse du cas Araujo. Voilà. Et c'est d'ailleurs bizarre parce qu'il parle d'actes injustifiables. Un carton rouge, c'est pas un acte injustifiable. Surtout que c'est réglementé. Il y a des choses qui se font je dis toujours, il y a un acronyme qui est bon à comprendre, c'est INA. I pour imposer, N pour négocier, A pour animer. Quand on est manager, entraîneur, on doit retenir ça. Et la chose la plus importante, c'est d'abord d'imposer un cadre. Un terrain de football, c'est un cadre, un terrain de rugby, une cage de MMA, un ring de boxe. Et à l'intérieur, les règles sont complètement différentes de l'extérieur. Donc on doit faire en fonction des règles. Donc quand tu es à l'intérieur, tu parles à l'intérieur. Quand tu es à l'extérieur, tu parles des règles à l'extérieur. Et on ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas aller du sportif à l'humain. C'est impossible. Parce qu'on va justifier, si je suis coach mental dans un club, c'est-à-dire payé par le club au quotidien, vivre au quotidien, je ne vais pas pouvoir dire les choses et je vais me défendre en disant ouais, s'il n'est pas bien, c'est un problème familial. Mais c'est pire quand tu dis ça. Tu orientes quoi? Problème familial. Donc après, tout le monde reste dans l'inconnu et dans le questionnement. Que ce soit lui, les coachs, le staff, les supporters, les joueurs. Et c'est pas possible. Donc là, c'est pire parce que pour se remettre derrière ça, c'est plus complexe. Et je ne suis pas surpris si derrière, il va mettre du temps ou il a mis du temps. Ah bon, on peut même penser qu'il a fait ce qu'on appelle une sorte de dépression et qu'il s'est mis de lui-même en retrait de l'équipe pendant quelques semaines. C'est une protection, malheureusement. Tu as raison. Et comment on gère ça justement? Comment on accompagne un sportif qui est en situation de dépression? Parce que la santé mentale, c'est la grande cause nationale 2026. Ça l'avait déjà été en 2025 de toute façon. Mais on a l'impression que la parole se libère un peu plus aussi sur ce sujet-là, que les sportifs de haut niveau sont prêts à assumer leur période de dépression, leur période de burn-out. Bien sûr. Comment on les accompagne là-dessus? Alors les accompagner, c'est leur donner des repères. C'est pas forcément des outils, des techniques, mais c'est simplement les ramener à la réflexion sur eux-mêmes, leur donner du temps, leur donner la possibilité d'être autonome ou de revenir sur une certaine autonomie, même si on sait que parfois il faut passer par les médicaments, parfois il faut rentrer dans des périodes d'inactivité parce qu'il n'y a pas la force, il n'y a pas le mental, parce que finalement le burn-out ou la dépression, c'est des moments où le cerveau déconnecte. Et quand ça déconnecte, il s'agit de réapprendre, de se reconstruire derrière ces choses-là. Donc ça demande du temps. En préparation mentale, nous, on essaye d'accompagner ces gens-là en parallèle à d'autres suivis psychologiques ou psychiatriques ou psychiatriques, peu importe. On va donner la force, on va donner l'énergie, on va redonner l'énergie, la force, les repères sur ce qu'ils ont déjà réussi dans leur vie, sur ce qu'ils vont faire demain et après-demain, donner un cheminement, donner des objectifs, des micro-objectifs, pas des, comme on dit toujours, step by step. Je dis non, c'est micro-step par micro-step. C'est prendre un dixième de la possibilité. Et une fois qu'on a monté un dixième d'une possibilité, je dis bien un dixième d'une possibilité, on va cimenter. On va reculer pour voir si on ne tombe pas. Et c'est sans arrêt reconstruire cet univers qui a été et qui sera peut-être de nouveau le leur. Donc il y a vraiment un accompagnement important. Et pas que mental, il y a aussi physique, technique et aussi managérial. Il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui a évoqué ses problèmes de santé mentale récemment, c'est Grégory Van der Wiel, l'ancien latéral droit néerlandais. Il a eu des mots très, très forts sur son compte Instagram. Il a dit « Le foot est une prison. Je n'ai pas profité d'un instant de ma carrière. J'ai gagné 16 trophées. Je me sentais complètement seul. J'avais l'impression de vivre ça en tant que spectateur, comme si je n'en faisais pas partie parce que je portais un masque. Je ne ressentais rien, ni joie, ni fierté, ni soulagement, rien. »
Là, on est sur un cas qui est quand même d'une gravité assez importante parce que c'est un joueur international, titulaire dans un grand club, et il nous dit en fait qu'il était dans une prison et qu'il était malheureux. De l'extérieur, c'est assez incompréhensible. Je réfléchis parce que quelque part, je me revois aussi un petit peu. Hein. Ah ouais ? Bien sûr. Mais je suis pas le seul. On est contraint dans une mouvance, dans une dynamique qui est pas forcément celle que tu choisis. Donc c'est pas surprenant parfois que ce milieu puisse faire des dégâts. Je dis souvent les titres. Acquis, Coupe de France, championnat, montée, toutes ces choses-là, je les ai jamais vécues en corrélation avec l'instant, avec l'environnement. Mon environnement, pourtant, j'ai des amis et j'ai plus de 100 personnes qui me suivaient sur tous les matchs, un truc de fou. Hein. Et c'était le cas. Eux profitaient pleinement, mais moi, je rentrais à la maison, ils étaient là, ils rigolaient le soir des matchs. Ils étaient super contents tous, hein. Ils chantaient, ils rigolaient, et moi je pleurais intérieurement, j'avais la larme qui était à l'intérieur, parce que j'arrivais pas à prendre ce plaisir instantané. C'est parce que je me dis, demain c'est un autre jour, il va falloir refaire, et après-demain encore, et le week-end arrive, et ensuite un autre match, et tu peux pas débander. Et à la fin de l'année, tu gagnes un titre, mais oui, mais tout de suite le lendemain, tu as déjà la prévision sur le recrutement de la saison d'après. Donc, tu n'arrêtes pas. Donc, tu cumules les choses. Et finalement, c'est peut-être 10 ans après. Et aujourd'hui, ça fait presque 20 ans, 30 ans, ces choses-là, que je me dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, je suis content. Ouais. Mais ça me permet aujourd'hui d'être, entre guillemets, fier, avec une fierté mesurée, mais une fierté quand même, il ne faut pas croire, d'être content d'avoir fait les choses. Mais dans l'instant, non. Dans l'instant, non. On a vu Araujo qui s'est plaint. Là, c'est Grégory Van der Wiel qui fait référence à un problème. Est-ce qu'il y a des postes au foot qui sont peut-être plus fragiles que d'autres pour la santé mentale ? Non, je crois qu'à partir du moment où tu as un investissement total et qui parfois te dépasse et t'oblige à aller plus loin, dès que tu déconnectes, dès que tu sors de ta zone entre guillemets de confort ou de faisabilité, c'est difficile pour tout le monde. Alors on peut dire que pour l'attaquant qui ne marque pas, oui, on a souvent, mais c'est aussi pour le défenseur qui n'arrive plus à maîtriser un style de joueur. C'est aussi pour un gardien de but qui ne sait même plus s'il est capable d'attraper le ballon, et ça arrive. Hein. Mais comment je vais faire, quoi ? Tu pries pour que le ballon n'arrive pas, quoi. Et il y a bien des joueurs, des gardiens de but qui se dit pourvu que le ballon n'arrive pas. Et alors que quand tu es jeune et que tu es passionné, tu te dis putain, mais je vais pas parler à ma défense pour qu'il fasse des erreurs et qu'il y ait plein de tirs, quoi. Et là, non, tu pries pour qu'il n'y ait pas ça, quoi. Ton plaisir. Donc oui, on arrive à basculer dans une situation qui est hors norme, qui t'échappe. Et là, ça peut devenir compliqué, ouais. Et par rapport aux entraîneurs, Denis, parce que c'est un autre pan aussi du foot où là il y a une pression qui est maximale. Toi, tu as vécu donc les deux côtés. Comment on accompagne un entraîneur qui est toujours sous pression du résultat, peut-être encore plus parfois que les joueurs ? Alors, l'idéal serait de banaliser les choses, mais tu peux pas. L'important, c'est aussi l'acceptation. Accepter de savoir que tu peux te faire virer demain ou après-demain. Et de savoir aussi que tu peux rester 3 ans, 5 ans, 10... ok, j'arrête, 2 ans, 3 ans, et que tu peux durer dans le football. Donc il faut accepter ces choses-là. Mais bien souvent, on te rappelle que c'est pas possible. Qu'on te prépare à passer tes diplômes, et moins maintenant, mais ça a été le cas où on prépare pour construire une équipe, construire un plan de jeu dans un club sur 3 ans, mais tu restes en moyenne au plus haut niveau 1 an. Donc c'est contradictoire. Donc toutes ces choses-là sont difficiles. Tu discutes avec la presse à la fin d'un match, tu dis, par exemple, moi j'ai vu bien des fois dire, on venait de perdre, on dit ouais, je dis ouais, on n'a pas forcément, les joueurs n'ont pas forcément fait ce qu'il fallait, c'était ceci, mais c'est toujours comme ça. Moi, je disais, quand on perd, c'est toujours de la faute des joueurs, et quand on gagne, c'est grâce à l'entraîneur. Et tous les journalistes, pas un seul, tous me disaient, non, vous vouliez dire que quand l'équipe, elle perd, c'est à cause de l'entraîneur, et quand elle gagne, c'est grâce aux joueurs. Je dis non. Quand l'équipe perd, c'est à cause des joueurs.
quand l'équipe gagne, c'est grâce à l'entraîneur. Pourquoi ? C'est hyper simple. Parce que moi, je transmets des consignes. Si elles ne sont pas respectées et qu'on perd, c'est à cause des joueurs. Chaque fois que les consignes ont été respectées, c'est grâce à moi. Alors, j'étais un peu dans la provocation exprès. Mais tu peux pas. Mais cette situation, autrement, si tu ne sors pas du contexte par une pirouette ou par une gymnastique d'esprit, une acrobatie mentale quelconque, t'es mangé par le système parce qu'on te fait croire que t'es nul, que c'est à cause de toi que l'équipe perd. Et tu peux pas vivre dans le sport de haut niveau en pensant que tu perds régulièrement et que c'est de ta faute. Rémi, on voulait également faire réagir Denis à la gestion des fins de match qui pose problème à ton club de cœur. Oui, l'Olympique de Marseille, parce qu'on a regardé en termes de buts encaissés cette saison, sur la totalité des buts encaissés en Ligue 1 par certains clubs, et notamment les buts encaissés après la 90e minute, donc dans le temps additionnel. Et là, l'OM est leader pour le coup de ce classement, puisque c'est 31 buts encaissés en championnat, donc en Ligue 1, mais 7 à partir de la 90e minute. Comment on explique ça ? Est-ce que ça, c'est quelque chose de mental ou on va dire c'est quelque chose tout simplement de peut-être physique parce qu'on est plus fatigué ? Comment tu expliques ça ? Alors plusieurs choses. Les statistiques montrent qu'en deuxième période, il y a déjà plus de buts. Donc on peut penser qu'en fin de match, il y en aura encore plus. Et qui plus est, dans les arrêts de jeu, puisque ce qui se passe dans un match, quand il y a des arrêts de jeu qui sont prolongés, on a tendance tous à vouloir marqué dans ces moments-là, et d'autres, surtout, ne pas vouloir prendre de but. Donc ça veut dire que tout est exacerbé, plus on arrive proche de la fin des rencontres, tout est exacerbé. Donc l'envie de marquer et l'envie de ne pas prendre, c'est exacerbé. Le public va pousser ou va avoir peur. Donc c'est ça, l'arbitre se dit putain, dès qu'il va y avoir un truc, je siffle ou je siffle pas. Donc il y a une grande incertitude. Alors c'est pas contre les arbitres, ni contre le public, non, c'est contre les joueurs. L'entraîneur, il va pousser comme un fou, il va avoir peur, il va être transi ou tétanisé sur le banc. Il va y avoir un contexte qui est favorable à tout et n'importe quoi. Et donc, ces choses-là sont jouables. Et on sait aussi, même si on ne va pas dans les arrêts de jeu, donc dans le temps additionnel plutôt, on sait aussi que tu peux perdre 2-0 à 10 minutes de la fin. C'est pas grave. À domicile, moi, bien des fois, je perdais 1-0, 2-0. C'est pas dramatique. Parce que tu sais que si tu marques un but à 10 minutes de la fin, les mouches changent d'âne. Et c'est-à-dire, à partir du moment où tu as marqué, dans une dynamique positive, tu dis putain, il ne reste plus qu'un but, pourquoi pas ? Pour égaliser. Et l'autre équipe dit putain, on a fait tous ces efforts, on avait le match en main, fait chier, merde, etc. Et donc, on peut jouer avec ça. Et souvent, le public se requinque. Et finalement, ça donne une pression sur l'adversaire. Et on peut revenir aisément, même si on perd à 2-0 à 10 minutes de la fin. Et tout, c'est à la fois l'aspect psychologique, mais aussi l'aspect statistique, et ni plus ni moins qu'un aspect humain où tout est exacerbé dans ces moments-là. C'est vachement important aussi, notamment sur les tirs au but, sur les séances de pénalty qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui. Ouais. Petite anecdote sur les coups de pied arrêtés. Je disais aux joueurs, par exemple, parfois, quand j'étais entraîneur et que je travaillais déjà sur la prépa mentale, je dis, tu vois le poteau, tu vas viser 10 cm à l'extérieur du but. D'accord ? Il me dit, mais comment ça, 10 cm à l'extérieur du but, je veux marquer. J'ai dit, non, vise à 10 cm à l'extérieur du but, parce qu'il tirait, ça, le ballon, il allait n'importe où. Je dis, tire à 10 cm à côté. Et il me dit, mais pourquoi ? Je dis, c'est hyper simple. Si jamais tu tires à 10 cm à côté du but et que ça fonctionne, le ballon, il va à 10 cm tu seras content. Okay. Et si jamais, par malheur, le ballon rentre dans le but, non seulement toi, tu seras content, mais tu auras marqué. Tes copains seront contents également. Donc, dans deux situations, quelle que soit la situation, tout le monde sera content. Quand tu visualises quelque chose, au fond de ta pensée, le joueur qui tire un coup franc, qu'est-ce qu'il veut finalement ? Il veut quoi ? Il veut marquer. Marquer, point. Si tu lui tirais à côté, à 10 cm, inconsciemment, puisque dans plus de 90% du temps, les décisions sont inconscientes. Son inconscient lui dit « marquer ». Donc, il va frapper, il t'écoute pour tirer à côté, mais son inconscient lui dit « il faut marquer ». Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à viser le petit filet à ras du poteau, et souvent poteau rentrant. Et ça avait marché. Mais ça marche très souvent, pour ne pas dire tout le temps, ça marche très très souvent, cette volonté. Et en plus,
il évite, il se donne de bonnes raisons de frapper comme il faut et il ne se met pas une pression hors norme d'être obligé de mettre à cet endroit-là. Donc il se donne un droit à l'erreur. Et au plus haut niveau, on doit se donner ce droit à l'erreur. Et Denis, par rapport au tir au but dont parlait Jérôme, là tu es dans une situation vraiment spécifique. Alors je te passe c'est la loterie et tout. J'imagine que tu n'es pas vraiment voilà. Mais tu vois ce que je veux dire. Comment on explique que, par exemple, des joueurs qui ont l'habitude de marquer des tirs au but craquent, on l'a vu notamment pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, au moment fatidique. Et comment quelle clé en tant que préparateur mental tu peux activer pour les mettre en confiance? Il y a plein de choses. Il y a déjà la préparation d'avant-match, etc. Mais dans ce genre de situation, on est pris parfois de panique, ou parfois on est pris de peur, d'angoisse, et là, on se bloque. On va aller rechercher des signes avant-coureurs, c'est-à-dire des moments qui précèdent cette bascule vers l'angoisse, la peur, le traumatisme, etc. Donc on va aller rechercher des signes avant-coureurs, et là, on amène la personne, c'est-à-dire que si la personne doit partir du rond central pour aller tirer un penalty en fin de rencontre, on sait que là, il y a des tas de choses qui se passent par la tête, des interférences négatives que normalement on a chassées. Donc c'est déjà le mettre dans un état où il va éviter de s'échapper et faire un focus. Pour autant, ça peut quand même exister. Et l'idée, c'est juste avant, faire ce qu'on appelle un switch. C'est passer d'une émotion toxique à une émotion normale. C'est-à-dire qu'il est sous stress, il a peur, et bien on va lui demander d'aller rechercher un moment de joie dans sa vie. Et ça peut être sa copine, son copain, ça peut être une action, un but marqué. Et donc à chaque fois qu'il va faire ce switch, son corps va lui permettre de revenir dans un état normal, sans ce stress qui pourrait le perturber et l'empêcher de marquer. Roland Courbis, paix à son âme, d'ailleurs on le salue, disait tout le temps à ses tireurs de pénalty: vous prenez la dernière information au moment où vous posez le ballon sur le point de pénalty, parce que vous êtes proche du but, pas au moment où vous reculez de 3 mètres pour prendre votre élan. Ça marche ça ou pas? C'est une bonne idée? C'est pas bête, c'est l'information, oui, sauf que quand on se met trop proche du but, on a l'impression que le but est tout petit et que le gardien est très grand. Plus vous reculez, plus vous vous donnez de bonnes raisons que le but est grand et que le gardien est petit. Donc ça, c'est une perspective. Donc peu importe, le plus important, c'est de savoir que, comme disait Roland, paix à son âme, qu'il est nécessaire d'avoir l'intention de marquer, des pseudo-convictions de pouvoir le faire. Ça, c'est important. Alors, je ne suis pas sur les convictions, je suis plus sur les intentions. Pour autant, ça marche très très bien.